Bonjour et joyeuse Pâques à toutes et à tous. Bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 1er avril. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler d'un important scandale qui secoue actuellement le gouvernement allemand. En effet, celui-ci aurait eu connaissance des effets secondaires des vaccins Covid dès le début de la campagne vaccinale. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, les agriculteurs des Ardennes s'organisent pour lancer une action assez originale. Ils veulent se faire entendre et ont décidé de s'unir avec des agriculteurs d'autres régions. Leur idée est de montrer l'unité et la solidarité du monde agricole face aux défis qu'ils rencontrent. On n'a pas encore tous les détails sur ce qui est prévu, mais cette fois, ils veulent vraiment marquer les esprits et pousser le gouvernement à opérer de réels changements. Affaire à suivre donc. Et tandis que la crise impacte le monde agricole, d'autres secteurs apparemment connaissent, eux, l'opulence. En effet, l'émission Complément d'enquête sur France 2 a révélé des informations choquantes sur les salaires des dirigeants des Jeux Olympiques. Selon une note budgétaire interne, la masse salariale totale du comité d'organisation s'élèverait à près de 585 millions d'euros. 13 directeurs sont payés environ 153 000 euros bruts par an, 8 directeurs exécutifs plus de 200 000 euros et le directeur général, lui, touche 260 000 euros. En fin 2023, une dizaine de cadres dirigeants ont même vu leur salaire fortement augmenter. La ministre des Sports a tenté de justifier ces rémunérations en affirmant que les Jeux seront écologiques et responsables, mais ces salaires exorbitants, payés en partie par l'argent public, font polémique à 3 mois de l'ouverture des JO. Et il n'y a pas que les événements nationaux qui font parler d'eux. Le deuil d'une famille touche le cœur des Français. Des ossements identifiés comme étant ceux du petit Émile, disparu il y a 9 mois dans les Alpes de Haute-Provence, ont été découverts à proximité du Haut-Vernay. La cause de la mort reste cependant toujours inconnue. Dans un communiqué transmis par leur avocat, les parents ont exprimé leur douleur face à cette nouvelle déchirante qui était redoutée, tout en soulignant que l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Ils demandent aux journalistes de respecter leurs besoins d'intimité en cette période difficile. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer les causes de la disparition et de la mort du garçonnet de 2 ans et demi. Aperçu pour la dernière fois le 8 juillet dernier dans l'unique rue du hameau où il se trouvait sous la garde de son grand-père maternel. Et à propos des récentes alertes à la bombe à Paris, un jeune de 17 ans a été arrêté et mis en examen après avoir envoyé des menaces d'attentat à des lycées. Il avait utilisé les espaces numériques de travail pour diffuser des menaces de faire exploser les écoles au nom de l'État islamique. Ces menaces étaient accompagnées d'une vidéo de décapitation. Le jeune homme n'a pas d'antécédent judiciaire similaire et a déclaré l'avoir fait pour le défi car il trouvait ça amusant avant d'être pris de remords. La justice a regroupé 3 affaires de cyberattaques similaires et l'Office de lutte anti-cybercriminalité s'en occupe maintenant. En réponse, la ministre de l'Éducation a suspendu les messageries des espaces numériques de travail des établissements scolaires et elle a annoncé la création d'une force mobile pour les écoles et ce, dès la rentrée. Et parlons justice maintenant. Un verdict exemplaire a été prononcé. Salim Berrada, surnommé le violeur de Tinder, a été condamné vendredi à 18 ans de prison pour avoir violé et agressé sexuellement 15 femmes abordées sur des sites de rencontres et réseaux sociaux, notamment sur Tinder, entre 2014 et 2016. L'ex-photographe de 38 ans a été reconnu coupable de 12 viols et 3 agressions sexuelles sur des jeunes, voire très jeunes femmes. Le président du tribunal a souligné l'importance du préjudice subi par les victimes qui a profondément modifié leur vie personnelle et professionnelle. À l'annonce du verdict, l'accusé est resté impassible, tandis que les victimes présentes qui s'étaient soutenues lors du procès ont applaudi et remercié la Cour. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Avant de débuter, je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses Pâques.
Allez, je vous propose déjà de replonger dans le tumulte de l'actualité. Et on ne va pas chercher des œufs, mais plutôt des documents secrets qui sont en train de secouer sérieusement l'Allemagne. En effet, comme je viens de l'évoquer à l'instant, des documents secrets révélés par l'Institut Robert Koch font l'objet d'une lutte juridique acharnée pour empêcher leur divulgation. Eh bien pourquoi, me direz-vous? Et la réponse, elle est simple. Ils éclairent d'un jour nouveau les débats sur les effets secondaires des vaccins contre le coronavirus. Donc, après une bataille juridique de 2 ans, le voile est partiellement levé, révélant des pages entières rendues illisibles par des censures massives. Et maintenant, l'opinion publique, déjà polarisée, s'embrase autour de cette affaire dite des RKI Files. Les sceptiques se sentent validés, tandis que les autorités sanitaires sont sur la défensive. Les citoyens, eux, s'interrogent. Que cachent ces censures? Les pouvoirs publics ont-ils dès le départ dissimulé des informations importantes sur les effets secondaires des vaccins? Ce sujet, loin d'être anodin, touche à la confiance envers les institutions et à la transparence gouvernementale. Aussi, les implications sont vastes, allant de la santé publique à la stabilité politique. Voici les détails. Selon les documents partiellement censurés de l'Institut Robert Koch, l'organisme était au courant dès février 2021 d'un nombre accru d'effets indésirables liés au vaccin contre le Covid-19. Les passages rendus publics font notamment état de discussions sur les causes possibles de la survenue d'effets secondaires des vaccins lors d'une réunion du 19 mars 2021. Le passage complet a été caviardé par les avocats de RKI, qui justifient la censure par une discussion interne sur l'augmentation des effets secondaires. Des propos qui laissent entendre que l'Institut était conscient de ce problème dès la période charnière du lancement de la campagne vaccinale. Le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach a justifié ses omissions, invoquant la protection de données sensibles. Mais les parties censurées semblent concerner des détails cruciaux sur les effets indésirables des vaccins. Pourtant, les autorités sanitaires ont longtemps minimisé les risques, affirmant que les vaccins étaient sûrs et sans danger. Ce n'est que récemment que le ministère de la Santé et les fabricants ont reconnu la possibilité d'effets secondaires graves, voire mortels. En Autriche voisine, le chef du parti de droite FPO, Herbert Kickl, a immédiatement réagi sur Facebook. Selon lui, ces révélations prouvent que les complotistes avaient raison depuis le début. Il accuse le gouvernement d'avoir caché des secrets sur les effets secondaires des vaccins. En réaction, pour tenter d'apaiser la situation, le ministre de la Santé Karl Lauterbach a annoncé que les documents seraient largement décensurés pour faire la lumière sur cette affaire. Avec la divulgation des RKI Files, la confiance envers les autorités sanitaires et le gouvernement est ébranlée et la demande de transparence n'a jamais été aussi pressante. Maintenant, l'impact sur la politique de santé publique et la responsabilité des décideurs est au cœur des discussions. Car cette polémique pourrait bien relancer les débats sur l'obligation vaccinale, qui, bien que suspendue en Allemagne, reste toujours en vigueur dans certains pays. Et alors que le débat sur la vaccination continue de diviser, la nécessité d'un dialogue ouvert est impérative pour restaurer la confiance. En effet, de nombreux Allemands se sentent maintenant floués et remettent en cause la parole officielle pendant la pandémie. Bref, les prochaines semaines seront déterminantes pour observer les réactions du gouvernement et surtout, quelle réponse apportera-t-il aux préoccupations des citoyens? Il ne reste qu'à espérer que les passages caviardés soient rapidement rétablis pour lever le voile sur cette affaire. En attendant, une chose est sûre, la polémique ne fait que commencer. Et les semaines à venir s'annoncent donc mouvementées sur ces questions de santé publique et de transparence démocratique. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Oui, et sur ce même sujet, j'ajouterai un point important révélé par les documents du RKI liés au port du masque. D'après ces documents, l'obligation du port du masque FFP2 ne reposait en fait sur aucune base scientifique. À plusieurs reprises, l'Institut a indiqué qu'il n'y avait pas de preuve de l'utilité de ces masques pour le grand public en dehors du cadre professionnel. Mais malgré cela, en janvier 2021, la Bavière a été l'un des premiers États à rendre ces masques obligatoires dans les transports et les commerces. Quelques jours plus tard, l'Institut Robert Koch a même mis en garde contre d'éventuels effets secondaires indésirables des FFP2. Le gouvernement bavarois a cependant défendu sa décision. Et au sujet de l'opacité des fameux contrats avec Pfizer au niveau européen, des procureurs enquêtent sur des possibles fautes pénales liées aux négociations de vaccins entre la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen est le PDG de Pfizer. Cette affaire surnommée Pfizergate a été reprise par le bureau du procureur européen après avoir été initialement ouverte par les autorités judiciaires belges suite à une plainte d'un lobbyiste local. Les gouvernements hongrois et polonais se sont également impliqués, bien que la Pologne envisage de retirer sa plainte après une victoire électorale pro-UE. Les accusations portent sur l'ingérence dans les fonctions publiques, la destruction de SMS, la corruption et les conflits d'intérêts. Et en parlant de corruption, l'affaire Epstein n'a pas fini de faire parler d'elle. Des données révélées par Wired montrent que près de 200 personnes ont visité l'île de Jeffrey Epstein, surnommée l'île aux pédophiles, entre 2016 et 2019. Epstein y aurait agressé des mineurs et des femmes, attirant également des personnalités influentes. Les données indiquent les localisations de visiteurs ou victimes potentielles menant à des résidences luxueuses et des zones défavorisées, notamment à West Palm Beach où plusieurs victimes ont été identifiées. Des documents juridiques ont aussi listé des noms liés à Epstein, incluant Bill Clinton et le prince Andrew. Ce dernier a conclu un accord à l'amiable avec une femme qui l'accusait d'agression sexuelle en 2022. Epstein est décédé en prison en 2019 et Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel d'enfants en 2022, faisant actuellement appel du verdict. Et en parlant de sexe, aux États-Unis toujours, le président américain Joe Biden a proclamé le dimanche de Pâques 2024 journée de la visibilité transsexuelle, ce qui n'a pas manqué de susciter l'indignation des conservateurs. L'ancien président Donald Trump a vivement critiqué cette décision, exigeant même que Biden présente des excuses aux millions de chrétiens américains. Dans sa proclamation, Biden avait affirmé son soutien à la communauté transgenre, vantant les nominations de leaders trans dans son administration et la levée de l'interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l'armée. Cependant, des personnalités conservatrices ont dénoncé cette proclamation comme étant irrespectueuse envers la fête religieuse de Pâques et envers les millions de fidèles chrétiens. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Récemment, des politiciens américains ont discuté de la question des prélèvements forcés d'organes contre les prisonniers de conscience en Chine. Ces crimes contre l'humanité ont été reconnus par plusieurs institutions dans le monde, et plusieurs pays ont voté des lois pour tenter d'empêcher le tourisme de transplantation vers la Chine. Les principales victimes des prélèvements forcés d'organes sont les pratiquants de Falun Dafa, persécutés par le régime communiste. En 2020, un tribunal international établi à Londres a confirmé ces allégations hors de tout doute raisonnable. Le tribunal était présidé par Sir Geoffrey Nice, le principal procureur dans le jugement de l'ancien président de Yougoslavie. Le Falun Dafa est une pratique de l'école de Bouddha fondée sur l'authenticité, la bienveillance et la patience. Jaloux de sa popularité, le PCC a lancé une persécution brutale de la pratique, craignant que les gens abandonnent l'idéologie communiste, athée, en suivant ses principes et considérant les pratiquants comme des ennemis politiques. Pourtant, les pratiquants ne s'opposaient même pas au gouvernement et avaient une très bonne réputation avant que les campagnes de propagande commencent. Suite à la récente discussion qui a eu lieu au Congrès américain à ce sujet, l'équipe américaine de NTD a interviewé un membre de l'association Médecins contre les prélèvements forcés d'organes, ou DAFO. Voici un extrait de l'interview. Weldon Gilcrease, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci Tiffany. Pour commencer, quel est le sens d'une audition comme celle-ci au Congrès américain ? Eh bien, je pense que cela met en lumière un sujet important qui n'a pas été résolu. Et peut-être que certaines personnes qui connaissent les prélèvements forcés d'organes pensent que c'est de l'histoire ancienne, parce que les responsables du système de transplantation chinois ont déclaré en 2014 qu'ils y mettraient fin en 2015. Je pense donc que cela montre que 9 ans plus tard, le problème reste réel. Et parce que rien n'a été dit en 2006 par la communauté médicale, par les institutions médicales et les sociétés médicales américaines, cela a continué pour différents groupes de victimes, comme les Ouïghours. Mais à l'origine, cela a vraiment commencé avec les pratiquants de Falun Gong.
Aujourd'hui, des États comme le Texas et l'Utah ont adopté des lois pour lutter contre le prélèvement forcé d'organes par le Parti communiste chinois. Votre organisation a déclaré que cette législation mettrait fin à la collusion au niveau national. Qu'entendez-vous exactement par collusion? Comment est-ce que des gens pourraient être complices sans le savoir? Oui, il y a un vrai problème. Les informations relatives aux soins de santé des patients sont très protégées. Le système médical, à juste titre, est très prudent en ce qui concerne la protection des informations relatives aux patients. À savoir où ils reçoivent des greffes, qui ils sont, quel type de greffe ils ont reçu. Je pense donc que nous sommes passés à une extrémité du spectre où la protection des informations est telle que nous ne savons pas combien de citoyens se sont rendus en Chine et ont reçu volontairement ou involontairement un organe d'une personne tuée à la demande. Je pense donc que ces projets de loi mettent en évidence ce problème. En essayant d'obtenir plus de transparence et en faisant pression sur les compagnies d'assurance pour qu'elles ne soutiennent pas les citoyens américains qui pourraient se rendre en Chine et, encore une fois, recevoir volontairement ou involontairement un organe provenant d'une personne qui a été tuée à la demande. Merci beaucoup, Weldon Gilcrease. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à mon tour, je vous remercie pour votre attention. Merci Rémi pour le journal. À demain. Merci Vladia. Et on reste en Chine pour terminer ce journal en passant des ténèbres du Parti communiste chinois à la lumière éclatante de Shen Yun, la célèbre compagnie de danse classique chinoise qui sillonne le monde avec une mission, celle de faire revivre la véritable culture traditionnelle de la Chine ancienne. Il y a quelques jours, Shen Yun se produisait au Zénith de Toulon. Des spectateurs ont partagé leurs impressions. On les écoute. C'est très sportif aussi, hein. Je crois que les danseurs sont des champions. En plus de l'esthétisme, ça montre aussi les qualités physiques des garçons et des filles. Ah, c'est un niveau qui est exceptionnel, un niveau exceptionnel, très physique, et c'est très abouti. Voilà, vraiment c'est le top du top. Je suis émerveillée, c'est très beau. J'attendais de voir ce spectacle depuis très longtemps en fait. C'est moi qui ai offert à ma chérie ce cadeau, donc on passe une bonne soirée ensemble. Elle a attendu quand même plusieurs mois avant de profiter de son cadeau et on était impatients de voir ce beau spectacle. Oh, c'est magnifique, c'est un très très haut niveau. Il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'alignement, c'est un ensemble idéal. C'est très très joli. On passe un moment merveilleux et dans du rêve. C'est merveilleux, il n'y a pas d'autre mot. C'est splendide, c'est ce à quoi je m'attendais. Et c'est vraiment du ravissement. Il y a autant ce sont les prouesses sportives, mais l'élégance, la force, le naturel, ces explosions de couleurs, c'est vraiment un ravissement pour les yeux, pour l'ouïe aussi. Eh bien, j'ai trouvé un spectacle magnifique. Tout était énormément bien synchronisé. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'énergie, de joie et puis de vraiment quelque chose de vraiment intérieur qui se dégageait. Voilà. Il y a la beauté intérieure, l'émotion également qui ressortait. Dans un tourbillon de couleurs, de musique et d'émotions, Shen Yun a émerveillé les spectateurs de Toulon, les invitant à un voyage extraordinaire à travers le temps pour redécouvrir l'âme véritable de la Chine ancestrale. Il y a un esprit un peu vers le ciel, vers irréel un petit peu. Ça représente vraiment quelque chose de très intense. Je trouve ça magnifique. Le spectacle est basé sur le divin. Je pense qu'effectivement, si on est quelque part croyant, quelle que soit la croyance qu'on peut avoir, on peut ressentir qu'il y a quelque chose de divin dans ce spectacle et que ça se ressent chez les danseurs, chez les danseuses. Ah, ça peut apporter énormément puisque au niveau, maintenant qu'il y a des problèmes entre les religions, etc., on peut revenir vraiment, on peut revenir vers la religion, on ressent un peu le divin, tout ce qui est divin. Et en France, on est à la semaine de Pâques, donc voilà. Alors,
Ça fait partie justement d'une société qui manque. On a beaucoup de choses à apprendre encore. Ce contact humain, ce travail ensemble, ce collectif, la rigueur qu'on retrouve de moins en moins. Moi, je trouve que c'est très éducatif aussi. Donc, il y a tout ce côté très intéressant. Alors là, c'est de l'art, mais aussi de la connaissance, de l'instruction. Et c'est vraiment un spectacle très complet. Pour le monde moderne, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre. Et en fait, ça fait la transition entre la Chine traditionnelle, enfin le monde traditionnel, et le monde que nous vivons maintenant. Maintenant, il faut continuer à faire revenir toutes ces valeurs vers un nouveau monde. Faut venir le voir, oui. Et lorsqu'on vient une fois, après on revient plusieurs fois. Depuis le Zénith de Toulon pour NTD L'Actu. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent lundi de Pâques. À demain.